Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Clermont-Ferrand. Je suis très content d'être ici pour vous proposer ce talk. Donc ce talk, ça commence bien. Alors, bien évidemment, mon pointeur se met à ne plus marcher. Alors, ce talk qui va consister à vous expliquer en 45 minutes comment créer votre propre machine virtuelle avec une compilation de JIT. Donc un petit peu fort de mise, ça va vous donner un petit peu quelque part un vernis sur le sujet. On va commencer par un petit spoiler alert, c'est un talk assez technique. Voilà, je préfère le dire tout de suite. Vous allez voir des choses qui vont vous faire mal aux yeux. Vous allez voir du code C++ et de l'assembleur. Ça peut piquer un peu, mais l'idée, c'est pas que vous maîtrisiez tout ça, c'est vous donner finalement un cheminement pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne en vrai, et si ça vous intéresse, pouvoir l'implémenter par vous-même. Il y aura une petite démo à la fin, et le code source est disponible sur mes miroirs Git, donc vous pourriez y accéder pour mieux étudier tout ça. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et on va commencer tout de suite par une JIT déjà. On va refaire un petit peu quelques définitions, revenir sur quelques principes pour que vous ayez le vocabulaire, qu'on ait un vocabulaire commun sur ces sujets. Donc une JIT, qu'est-ce que c'est? Donc une JIT, c'est l'acronyme de Just in Time Compiler. Elle permet donc de transformer à la volée un langage, quel qu'il soit, votre langage de programmation, un bytecode, tel que le bytecode Java par exemple, en code machine qui soit directement compréhensible par le microprocesseur. Donc ça permet aussi d'augmenter la portabilité en s'affranchissant un petit peu d'une phase de compilation anticipée. Par exemple, aujourd'hui, si vous faites du C ou du C++, vous passez par une phase de compilation pour générer du code machine pour l'exécuter. Ça peut vous affranchir de cette étape. On y reviendra juste après. Ça peut vous permettre, dans certains cas, d'opérer des optimisations un petit peu à la volée en fonction du profil d'exécution de votre application. C'est ce qui se passe, par exemple, dans vos machines virtuelles C#, .NET, avec la CLR, ou la machine virtuelle Java, pour ne citer qu'elle, il y en a d'autres. Donc il y a plusieurs cas d'usage. Donc là, je vais vous en donner quelques-uns. Donc accélérer un interpréteur de langage, typiquement le JavaScript. On se souvient à l'époque, c'était totalement interprété. Lorsque c'est passé à une version compilée par une JIT, on a eu un gros boost de performance. D'augmenter donc les performances des machines virtuelles, le Java et le C#, je viens de le citer. De faire de la translation dynamique de code, par exemple QEMU, que vous utilisez dans les hyperviseurs de virtualisation, qui va vous permettre justement de faire de la translation dynamique de code pour transformer du code de x86-64 vers de l'ARM ou vice-versa ou d'autres architectures. De créer ex nihilo, et là c'est ce que je me propose de vous présenter aujourd'hui, un domaine specific language qui peut être celui de votre métier dans la vie de tous les jours et qui soit donc rapide, performant, portable et tout ce qui va avec. Donc il y a plein d'autres cas d'usage, mais ce sont à peu près les cas d'usage principaux. On va parler un petit peu de langage et de compilation, les différentes façons de comprendre un langage. Vous avez en gros, alors là, en vrai c'est un petit peu plus compliqué, mais en gros vous avez 4 grandes techniques qui existent aujourd'hui pour faire comprendre un langage à un ordinateur. Vous avez l'interpréteur, le plus simple, le compilateur ahead of time, le compilateur just in time et la combinaison des deux précédents, le ahead of time et le just in time. Je vais rentrer un peu plus dans le détail tout de suite. L'interpréteur, globalement, le code source n'est absolument pas compilé. Il est globalement analysé et exécuté au fil de l'eau. Donc il prend du code source en entrée, il l'analyse, dès qu'il peut exécuter quelque chose, il l'exécute. Ce qui peut se passer, c'est que si vous avez une erreur de syntaxe en plein milieu de votre programme, il n'aura pas détecté auparavant et ça va planter en plein milieu de votre programme. Donc globalement, ça va se représenter comme ça. Votre code source, l'interpréteur, ça va vous générer une sortie. La compilation ahead of time, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire on va passer par une phase anticipée de compilation, comme le langage C, le C++, le Pascal, le Rust, j'en passe et des meilleurs. Donc il va vous permettre donc de compiler un code source vers un code binaire, directement, un code machine qui soit exécutable directement par le processeur. L'avantage de ça, c'est que ça vous permet de détecter les erreurs de syntaxe, les erreurs de programmation, dans la mesure du possible, à la phase de la compilation, et donc d'avoir finalement au runtime que des erreurs qui sont dues à du runtime et pas à des erreurs de syntaxe. Donc ça va on va vous le proposer comme ça. Donc le code source passe dans un compilateur qui va générer du code binaire. Ce code binaire va être exécuté, c'est votre programme, il est exécuté par votre système d'exploitation et va produire votre sortie. La compilation just in time, c'est le code source en général, il va passer dans votre interpréteur de code, dans votre machine virtuelle. Il va être d'abord compilé de façon anticipée vers une représentation intermédiaire qui est le plus souvent du bytecode. Il y a d'autres représentations intermédiaires, mais le bytecode est l'une des plus efficaces.
lors de l'exécution, et le bytecode va être compilé vers du code binaire compréhensible par le processeur au moment de l'exécution. Donc c'est vraiment, non, là on n'est plus dans une compilation anticipée, mais on est vraiment dans une compilation vers le code machine qui est tardive. Donc ça va se présenter comme ça, le code source rentre dans votre programme, votre machine virtuelle va dire « Ah, ce code source, c'est la première fois que je le vois, je l'interprète, je le compile, je le transforme en bytecode, et lors de l'exécution, je vais le transformer en code machine, puis l'exécuter. » Et la combinaison donc, des deux derniers, c'est d'avoir finalement un peu le meilleur des deux mondes. C'est ce qui se passe par exemple dans le monde Java ou dans le monde C#. Vous avez le code source qui est compilé en anticipé vers une représentation intermédiaire du bytecode, typiquement, c'est ce que vous faites quand vous tapez Java C ou ce genre de choses. Et ensuite, ce bytecode va être compilé vers votre code binaire processeur au moment de l'exécution. Donc on a vraiment deux phases d'exécution, enfin deux phases de production. La phase où vous allez développer, produire votre code intermédiaire, les fameux points classe, les points jar, les points war, ce genre de choses. Et c'est ça qui va être exécuté par votre machine virtuelle. Donc dans la machine virtuelle, on retire toute la partie compilation du langage, et on ne garde que la partie digit. Donc ça, en fait, cette partie-là, vous avez le code source qui rentre comme auparavant dans votre machine virtuelle, le compilateur va compiler en intermédiaire, en bytecode, et ensuite la machine virtuelle va exécuter ce bytecode et faire la compilation tardive au dernier moment. Donc créons une machine virtuelle, c'est ce que je me propose aujourd'hui de voir avec vous. On va créer une machine virtuelle, ex nihilo, avec son bytecode et sa digit intégrée. On va passer par différentes étapes, et je vais vous donner le principe, ma petite recette personnelle. C'est concevoir un langage source. Ça paraît bête, mais vous avez probablement un langage à concevoir qui peut être un domaine specific language, le langage de vos rêves. Concevoir un bytecode simple et complet. Donc le bytecode, c'est d'avoir finalement quelque part une représentation de micro-opérations qui n'ont de sens que dans le cadre de votre machine virtuelle. C'est le cas par exemple du bytecode Java. Il a un certain nombre de micro-opérations qui sont des pseudo-opérations machine qui sont définies, qui ont été spécifiées, et qui vont dire, par exemple, ça me permet d'ajouter deux flottants ensemble, de faire une multiplication, une division, de charger un registre avec un autre, etc., etc. À vous de définir le pourtour de votre bytecode, à quel point il doit être complet et complexe. Compiler le langage vers le bytecode, donc là c'est une opération très clairement de théorie des langages, c'est comment je compile un langage source vers un langage de destination. J'éluderai un petit peu cette question dans ce talk parce que sinon on pourrait y passer plusieurs jours. Et interpréter donc le bytecode lors de la première exécution du code, ce qui veut dire exécuter chaque instruction du bytecode généré, interpréter ce bytecode, générer en parallèle le code machine correspondant, et ensuite on exécute le code binaire les fois suivantes. C'est-à-dire dès lors où on est rentré dans le code qu'on a compilé, qu'on a exécuté sous forme de bytecode, la première fois on interprète le bytecode, on génère du code machine, et les fois suivantes, on garde en mémoire le fait qu'on a déjà vu ce bytecode et qu'on a déjà l'équivalent binaire qu'on peut exécuter directement. Voilà. Globalement, c'est aussi simple que ça. Le talk est fini, au revoir. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on développe une petite machine virtuelle très simple, qui est une calculatrice RPN pour Reverse Polish Notation. Il y a des gens qui ont déjà dû avoir ce genre de calculatrice. Donc, le Reverse Polish Notation, c'est la notation polonaise inverse, donc, qui est vraiment ce qu'on appelle la notation postfixée, qui est une façon non ambiguë de pouvoir écrire des expressions mathématiques. Elle a l'avantage de sa simplicité, parce que l'analyse lexicale et syntaxique, surtout syntaxique, est très simple. La grammaire est vraiment très simple. Donc on va utiliser une pile sur laquelle on va produire des opérandes, les stocker sur une pile. Dès qu'on rencontre un opérateur, on va récupérer sur la pile d'opérandes ce dont on a besoin, exécuter l'opération et remettre le résultat sur la pile. C'est très simple. Quelques exemples pour illustrer le principe. 1 plus 2, vous allez l'écrire dans votre terminal. 1, 2 plus. Je mets 1 sur la pile, je mets 2 sur la pile, j'appuie sur plus, plus va chercher les deux dernières opérandes, effectuer l'opération, stocker le résultat sur la pile. 3 x 4, même principe. Si vous avez une opération un peu plus complexe, 1 plus 2 x 3, là on voit qu'il y a des priorités des opérateurs et ce genre de choses, vous allez pouvoir l'écrire, c'est une façon de l'écrire, 1, 2, 3, étoile, plus. Donc je pousse 1, je pousse 2, je pousse 3, je pousse étoile, il récupère 2 et 3, il fait la multiplication, il stocke le résultat, donc il reste le 1 plus le résultat, et ensuite on effectue l'addition et on met le résultat sur la pile. C'est une petite gymnastique intellectuelle, mais elle a l'avantage de sa simplicité. Vous connaissez des machines à piles que vous utilisez très probablement tous les jours. La machine virtuelle Java, par exemple, est une machine à piles. Elle fonctionne comme ça. Après, c'est le langage qui vous masque cette apparente complexité. Donc il y a plein d'autres exemples comme ceux-ci qui sont un peu plus complexes. Donc vous avez compris le principe, c'est relativement simple à implémenter.
Donc je vous propose d'implémenter un certain nombre de mots-clés de cette calculatrice pour qu'elle soit utilisable. Alors là, j'ai fait une simplification, elle ne gère que les entiers, mais elle pourra gérer les flottants. C'est pas un souci. Voire même des nombres complexes, tout ce qu'on veut. Donc on va définir un certain nombre d'opérations que cette calculatrice est capable de faire. Comme par exemple NOP, no opération, elle ne fait aucune opération. Dans un processeur, vous avez toujours une instruction NOP qui permet de dire je ne fais pas d'opération, mais ça permet de vérifier que ma machine virtuelle fonctionne. J'exécute une instruction qui ne fait rien. Elle ne fait rien, mais elle le fait bien. Vous avez NNN, c'est-à-dire je pousse une opérante sur la pile. Top, qui me permet de dire quelle est la valeur qui est sur le haut de la pile. Ça me permet de récupérer la valeur, mais de ne pas la dépiler. Pop, qui permet de récupérer de la valeur et de la dépiler. Clear, pour nettoyer la pile. Dup, pour dupliquer l'élément qui est sur le dessus de la pile. Exchange, pour échanger les deux éléments qui sont sur le dessus de la pile, etc. etc. Rien qu'avec ces mots-clés-là, vous pouvez quasiment construire n'importe quelle opération mathématique, n'importe quelle instruction mathématique qui soit un peu complexe. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les opérations, mais il y a à peu près des opérations arithmétiques et des opérations logiques. Celles qui sont plutôt vers le bas sont plutôt des opérations logiques, des décalages vers la droite, vers la gauche, des et, des ou, ce genre de choses. Voilà. Quelques opérateurs, parce que là je vous ai montré des mots-clés, on a des opérateurs qui vont dire, plutôt que d'écrire mul, je vais écrire étoile, ce sont des raccourcis, plutôt que d'écrire add, je vais écrire plus, ce genre de choses. Et quelques petites instructions étendues. Parce qu'une calculatrice, parfois ça a besoin, vous avez vu sur vos calculatrices, par exemple au collège ou au lycée, quelques mémoires de stockage pour dire, tiens, je prends un résultat intermédiaire, je vais stocker dans une case mémoire, et puis je vais l'utiliser plus tard. Par exemple, ST0, c'est stocker la valeur qui est sur le dessus de la pile dans un registre virtuel qui est le registre 0, etc. etc. Voilà, RC0, c'est rappeler le registre 0. Comme ça, vous pouvez faire vraiment des opérations sur lesquelles vous avez des valeurs, des variables temporaires que vous pouvez utiliser et rappeler comme bon vous semble. Et quelques instructions un peu qui peuvent être intéressantes, avoir par exemple générer un nombre pseudo-aléatoire, calculer une itération de la suite de Fibonacci, pour l'exemple que je vous montrerai à la fin, ce genre de choses. Voilà. L'architecture d'une machine virtuelle, donc de cette calculatrice, mais c'est vaut aussi pour beaucoup de machines virtuelles, ça va se présenter un peu comme ci. C'est une vue simplifiée, mais c'est globalement la vue que vous pourrez trouver dans le code que je vous donnerai à la fin. Donc vous avez plusieurs classes, la classe calculator qui est notre machine virtuelle, la classe programme qui représente le programme, la console qui représente la console, c'est plutôt obvious. Le parseur qui va faire l'analyse syntaxique des expressions que vous allez mettre en entrée. Le compilateur qui va les compiler dans la version intermédiaire qui est le bytecode. En bas, vous avez une classe qui s'appelle bytecode qui finalement a un holder de bytecode qui va permettre de stocker le bytecode qui sera généré par le compilateur. En dessous de calculateur, vous avez state, c'est ce qui va gérer l'état de la calculatrice, c'est-à-dire sa pile et les registres virtuels auxquels vous pouvez avoir accès. C'est son état. Et sur la partie gauche, vous avez toute la partie, qu'on verra dans la deuxième partie du talk, qui touche à la génération du code binaire et à son exécution. Donc le host code, comme son nom l'indique, c'est le code machine de l'hôte, donc il va contenir tout le code machine généré. Function, qui est un accélérateur pour savoir est-ce qu'on a déjà un code qui a été généré qu'on peut appeler ou pas. Et un basic block, j'expliquerai à la fin, c'est une notion qui est un petit peu plus complexe. Donc la calculatrice, globalement, c'est notre machine virtuelle. Donc là, on rentre un petit peu dans du code C++, mais n'ayez pas peur, vous pourriez l'implémenter dans à peu près n'importe quel autre langage, du Rust, du C ou ce que vous voulez. C'est pas important. Ce qui compte, c'est plutôt un peu son architecture. Donc un constructeur, un destructeur, qui va permettre donc d'aller initialiser les propriétés de la machine virtuelle. La machine virtuelle, elle va être raccordée à la console pour pouvoir produire ses résultats. Elle va contenir un objet opérand, donc, comme je l'ai expliqué auparavant, qui va contenir la stack et les registres virtuels de la calculatrice. Le conteneur de bytecode, donc qui va contenir le bytecode généré par le compilateur, et le hostcode, on verra plus tard, qui contiendra le code machine. Globalement, c'est ça votre machine virtuelle. Son interface de programmation, ce qui va être intéressant pour vous, c'est de dire, je lui passe une expression, et je lui dis, exécute-la moi. C'est-à-dire, fais-moi, interprète-la moi. Donc ça, globalement, c'est la méthode execute. Execute, je te passe une chaîne de caractères, et je lui dis, interprète-moi cette chaîne de caractères. L'autre point d'entrée intéressant, c'est compile. C'est tu fais la même chose qu'avant, mais tu n'exécutes pas l'expression, tu la compiles en bytecode. Et bien évidemment, si on la compile en bytecode, il faut de quoi l'exécuter. Donc on a une méthode run qui dit, prends ce qui a été compilé en bytecode et exécute-le. Ensuite clear, pour nettoyer ce qui a été déjà compilé, pour remettre à zéro un peu la machine virtuelle, et un accessoire qui permet de récupérer le résultat. Voilà. Globalement, ça c'est votre machine virtuelle. C'est plutôt simple. Bon, en vrai, dans des machines virtuelles un peu évoluées, comme celle de JavaScript, etc., il y a beaucoup de refinement, des choses qui sont un peu plus complexes, mais en vrai, si on réduit au strict minimum, vous allez tomber sur quelque chose comme ça.
L'état de la calculatrice RPN, donc l'objet state, comme je vous avais montré, donc qui contient la stack, les registres, les opérateurs. Donc c'est ça qui va effectuer les vraies opérations au final. Donc globalement, on voit en haut, on a une stack d'entiers 64 bits et on a un array de 32 valeurs de 64 bits qui nous permettent de stocker les résultats intermédiaires. Le reste, ce sont que des méthodes qui permettent de dire fais-moi une addition, fais-moi une soustraction, une multiplication, une division, ce genre de choses. C'est un objet qui est très simple. Un objet qui contient l'état sur lequel je peux appliquer des opérations. Rien de plus. Donc ça, c'est ce qui est utilisé directement par l'interpréteur et qui pourra être utilisé après par le code qui est généré. Et là, on va venir sur la partie bytecode. Comme je vous ai dit, le bytecode, c'est ce qui va être produit lors de la phase de compilation. Donc l'analyse syntaxique, c'est-à-dire je rencontre une expression mathématique et je vais la transformer dans un bytecode. Donc le bytecode, qu'est-ce que c'est? C'est un code machine, c'est un code binaire qui tient sur un octet. Globalement, c'est chaque instruction qui va être disponible dans votre machine virtuelle va tenir sur un octet. Donc c'est vraiment le pseudocode machine de votre machine virtuelle. L'avantage, c'est qu'il est indépendant de toute architecture matérielle, donc il est portable par nature, vous pouvez l'exécuter dès lors que vous avez un interpréteur de bytecode sur à peu près n'importe quelle architecture. Chaque pseudo-instruction, comme je le disais, est encodée sur un octet, donc c'est relativement compact. Chaque pseudo-instruction peut avoir certains paramètres. Voilà. Par exemple, stocker un entier de 64 bits sur la pile. Donc j'ai un opcode qui va dire ça c'est stocke-moi cet opcode et les 8 octets derrière c'est ce que tu dois stocker dans la pile. Etc. Donc le bytecode, c'est vraiment sa représentation en mémoire. Si vous représentez le bytecode dans la mémoire de votre machine, ça va se présenter comme ça. Vous allez avoir le premier octet qui va définir quel est l'opcode que vous allez exécuter. Par exemple, ici, c'est stocker un entier de 64 bits sur la pile. Donc vous allez avoir OP64 qui vaut une certaine valeur, qui est l'opcode en lui-même. Et les 8 octets derrière, c'est le paramètre. C'est la valeur qu'on veut stocker dedans. Donc on a l'opcode et son paramètre juste derrière. Juste derrière, qu'est-ce qu'on a? On a d'autres instructions. Par exemple, un opcode qui va dire fais-moi la négation du chiffre, du nombre qui est sur le haut de la pile. Derrière, il y a un petit etc. On peut avoir une opération qui fait op-pop. Donc il va dire sors-moi la valeur qui est sur le haut de la pile, etc. Donc le bytecode, vous voyez, c'est un ensemble de petites micro-instructions virtuelles qui sont stockées les unes à la suite des autres en mémoire. Plutôt facile. Donc si on représente ça de façon en code, votre bytecode, c'est-à-dire ce qui va contenir votre bytecode, c'est une classe qui va avoir donc son constructeur, son destructeur, qui va permettre d'allouer un buffer que vous voyez en bas, donc une zone de mémoire dans laquelle vous allez pouvoir stocker vos octets. Donc buffer, c'est votre zone de mémoire dans laquelle vous stockez les octets. BuffPTR, c'est là combien d'octets vous allez stocker, donc c'est quelle est la prochaine case mémoire qui est utilisable dans votre buffer, et là où vous pouvez stocker votre prochain opcode. Et length, c'est la longueur du conteneur de bytecode. Ensuite, vous avez de quoi faire un reset, donc tout réinitialiser, vider le conteneur de bytecode, de quoi émettre un octet dedans, émettre un mot de 16 bits, émettre un mot de 32 bits, émettre un mot de 64 bits, et toutes les opérations que vous voulez faire, et quelques fonctions qui vont vous permettre de dire j'émets dans mon conteneur de bytecode tel bytecode. Ça permet de simplifier un peu l'écriture des programmes. Au final, par exemple, les fonctions de type emit nop va faire juste un emit byte entre crochets 0, tout simplement. Puisque on va y venir juste après. Voici la définition du bytecode de cette calculatrice. En gros, on va assigner une valeur, donc sur un octet, à chaque type d'opcode. Donc là, tous les opcodes, toutes les micro-instructions que je vous ai présentées tout à l'heure, elles ont toutes leur équivalent sur un octet, et c'est ça que je vais stocker dans le conteneur de bytecode. Compiler l'expression. C'est ça qui commence à devenir intéressant. Le compilateur, il va se présenter un petit peu comme suit. Donc vous allez prendre une expression, vous allez le donner à votre machine virtuelle, donc la calculatrice ici. Cette machine virtuelle va dire tiens, j'ai une expression, moi je ne sais pas la compiler, je vais la passer au parseur. Le parseur qui est vraiment le compilateur, qui va analyser, qui va découper en lexème. Il va dire tiens, ici j'ai un mot, c'est le mot qui s'appelle nop. Nop, ça, je le passe au compilateur. Le compilateur va dire tiens, si c'est le mot nop, le lexème nop, hop, je fais emit dans mon conteneur de bytecode de l'octet 0. Je vais ajouter 0 dans mon conteneur de bytecode, etc., etc. Donc il va faire son parsing. Donc l'analyse lexicale, c'est le parseur. Le compilateur, il va être alimenté par le parseur, par tous les mots qu'il va recevoir et dire, pour chaque mot que je reçois, est-ce que j'ai un opcode virtuel, donc du bytecode correspondant, et je vais le stocker dans mon conteneur de bytecode. Et à la fin, on se retrouve dans le bytecode holder avec la représentation en bytecode de votre expression, telle qu'elle a été analysée et compilée.
Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir interpréter votre bytecode. Donc dans les microprocesseurs, on a toujours cette opération de fetch, decode, execute. Et là, on va retrouver exactement la même chose. Fetch, ça veut dire prends-moi le prochain opcode, décode-le, ensuite exécute-le. On va retrouver exactement le même principe, comme un processeur physique. Donc le calculateur, on va dire par exemple exécute-moi, donc la fameuse méthode run que je vous ai présentée tout à l'heure, exécute-moi ce qui était stocké dans le conteneur de bytecode. Donc ce que va faire le calculateur, il va dire donne-moi le prochain opcode disponible, le prochain bytecode, et je le passe, je l'exécute, et je mets à jour l'état de la calculatrice. Globalement, c'est très simple, c'est une simple boucle. Donc fetch décode, ça va se représenter globalement le plus souvent comme un switch case. Vous allez dire donne-moi le prochain opcode, vous faites switch de votre opcode, et en fonction du type d'opcode, vous allez dire tu me l'exécutes. Donc là, on va dire pour chaque opcode, on a déjà compilé, ici. On va faire un switch sur l'opcode, et on va dire, si c'est l'opcode NOP, alors j'appelle la méthode execute NOP. Et il va nous renvoyer le nombre d'octets à sauter, parce que s'il y a un paramètre, il ne faut pas qu'il lise les octets du paramètre. Il va dire, dans le cadre, par exemple, de OP i64, il va dire, tiens, c'est l'opcode IP i64, je l'exécute. Comme on sait que juste derrière, il a 8 octets correspondant aux mots à stocker sur la pile, on va lui dire, saute après les 8 prochains octets, tout simplement. Etc., etc. Donc c'est un gros switch case, à la papa, comme on dit, mais ça fonctionne très bien. Et si on tombe évidemment sur un opcode qui est inattendu, on lève une exception et l'affaire est finie. Donc ça, c'est la partie simple. Exécuter le code, on va exécuter chaque micro-instruction en disant, pour chaque switch, on avait dit execute i64 par exemple, vous allez implémenter ce que fait la méthode execute i64. On va dire, je récupère le premier octet, deuxième octet, troisième octet, jusqu'au 8e octet derrière qui est en paramètre, je reconstruis un mot, et ce mot à la fin, je le stocke, j'appelle la méthode opérateur OP i64 qui va faire un push sur la stack, tout simplement. Voilà, donc là je récupère la valeur, et là j'appelle vraiment l'opération qui dit, voici un mot sur 64 bits, stocke-le sur la pile. Et je lui dis, j'ai consommé 8 octets. Il y a 8 octets à sauter. Sur l'execute add, c'est très simple, je vais dire, j'ai aucun paramètre derrière, donc il va faire un return 0 en disant, il n'y a pas d'octets supplémentaires à sauter. Il va appeler la méthode op add, qui va faire, je récupère premier élément sur la pile, je récupère le deuxième élément sur la pile, j'effectue l'opération d'addition, je stocke le résultat sur la pile. Rien de plus, très simple. Voilà, maintenant qu'on a vu le principe d'une machine virtuelle à bytecode, maintenant on va aller un petit peu plus loin, puisque l'objet c'est de dire comment on génère du code machine et comment on l'exécute à la volée. Donc je vais vous parler de la base de la compilation JIT, donc c'est comment générer du code machine à la volée. Donc, petite recette qui est éprouvée. Il faut allouer une mémoire tampon, comme le bytecode. On alloue une mémoire tampon puisqu'on va devoir stocker des instructions quelque part. Vous allez devoir écrire du code binaire dedans, évidemment. Vous allez écrire, je vais revenir après en détail là-dessus, le prologue de fonction, le corps de la fonction que vous voulez générer et son épilogue. Alors ça, c'est vraiment dans la terminologie on va dire du langage machine et de la théorie des compilations, c'est vraiment comme ça que ça s'appelle. Et ensuite, vous allez pouvoir exécuter le code binaire. La recette, elle est très simple. Bon. Avant toute chose, je vais devoir vous parler d'ISA. Alors, qui est cette fameuse ISA? ISA, vous avez peut-être déjà entendu ça, c'est Instruction Set Architecture. En fait, ça va définir un petit peu le modèle de microprocesseur auquel vous avez affaire. C'est-à-dire un microprocesseur, il a un jeu d'instructions. Ce jeu d'instructions, il va vous dire quelles sont les instructions qui sont disponibles, quels sont le nombre de registres que vous avez à disposition, comment il adresse la mémoire, ce genre de choses, etc. Donc c'est vraiment le jeu d'instructions de votre microprocesseur. Donc l'ISA, comme je le disais, c'est les spécifications complètes de votre microprocesseur, de votre famille de microprocesseurs, comme le x86, le x86-64, l'ARM, ce genre de choses. Donc ça va vous définir quels sont les registres que vous avez à disposition, comme je disais, les instructions disponibles, comment sont encodées les instructions, est-ce que c'est un encodage qui n'est pas en mode random YOLO, c'est vraiment organisé de façon en général plutôt réfléchie, enfin, peut-être pas pour le x86. Les différents modes d'adressage, est-ce que vous avez un adressage direct, est-ce que vous avez un adressage indexé, est-ce que vous avez de la mémoire virtuelle au travers du MMU, ce genre de choses. Le bootisme, alors le bootisme, c'est dans quel ordre sont stockés les octets. Quand vous stockez un mot de 16 bits, 32 bits, 64 bits, est-ce que vous allez d'abord stocker l'octet de poids faible en premier, ou est-ce que vous allez stocker l'octet de poids fort en premier? Donc c'est ce qu'on appelle les petits indiens, les grands indiens, pour ceux qui connaissent, Little Indian, Big Indian. Donc ça c'est important puisque votre microprocesseur, sa spécification, vous devez la comprendre avant de pouvoir générer du code machine. C'est bête à dire, c'est obvious, mais il faut se palucher quelque part un petit peu la spécification pour pouvoir comprendre comment ça marche.
Lisa, c'est une chose. Lisa, elle a sa petite sœur qui s'appelle Abby. Alors, Abby, l'ABI. L'ABI, c'est Application Binary Interface. Parce que Lisa, c'est un niveau de complexité, mais c'était tellement simple qu'il a fallu rajouter une autre couche de complexité derrière. L'ABI, elle permet de définir un petit peu les conventions d'appel dans votre programme, comment vous appelez une fonction, comment vous appelez les fonctions de votre système d'exploitation, comment vous stockez une valeur sur la pile, dans quel registre vous passez les paramètres à une fonction, ce genre de choses. Donc ça, en fait, l'ABI, c'est très complémentaire de Lisa. L'ABI va vous dire comment vous devez écrire une fonction, parce que parfois vous pouvez utiliser des compilateurs différents, certains vont utiliser GCC, d'autres LLVM, ils vont utiliser des bibliothèques qui ont été générées par différents compilateurs, donc il faut que les compilateurs respectent des conventions qu'ils partagent, des conventions communes. Donc l'ABI va poser réellement des conventions importantes. Problématique, l'ABI, pour une même ISA, elle peut être différente en fonction du système d'exploitation. Donc quand vous avez votre ordinateur en x86-64, votre laptop par exemple, l'ABI sous Windows, même si vous avez le même jeu d'instruction, elle est différente de l'ABI sous Linux. Très pratique. Donc quand vous écrivez un compilateur, une chaîne de compilation, si vous visez Linux, vous devez implémenter l'ABI d'une certaine manière, pour le même jeu d'instruction, et sous Windows, d'une autre manière. Donc ça, ce sont des conventions, il n'y a pas à les inventer, elles existent, ça a été totalement spécifié, et encore une fois, c'est une spec de plus à lire et à comprendre. Bon, en général, il y a des règles qui sont relativement simples, même si les ABI tiennent sur une centaine de pages. En général, en lisant 3 paragraphes, vous avez compris à peu près l'essentiel de l'ABI. Donc comme je disais, l'ABI va définir vos types de données, le bootisme, encore une fois, parce que vous avez des microprocesseurs qui peuvent travailler dans les deux modes. Donc il faut savoir dans quel mode prioritaire vous travaillez. L'utilisation des registres, les conventions d'appel aux fonctions, les conventions d'appel au système d'exploitation, quels sont les registres que vous allez utiliser pour faire les appels, comment les résultats sont renvoyés des fonctions, depuis le système d'exploitation ou d'une fonction à une autre, etc. Donc comment on propage les exceptions aussi, voilà, ce sont des choses qu'il faut connaître. Et si je vous présente l'ABI x86-64, pour l'exercice aujourd'hui, c'est l'ABI System 5 x86-64, ça veut dire c'est comment je génère du code machine, comment je l'exécute sur une machine de type Unix, Linux, BSD, pour l'architecture x86-64. Donc on nous dit que c'est une plateforme 64 bits, que la stack descend, ce genre de choses, etc. Ça c'est un peu obvious, on s'en fiche un peu. Par contre, il y a une chose qui est importante qu'ils nous disent, c'est qu'ils disent les paramètres sont passés aux fonctions par les registres RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9. Ça c'est intéressant. Ça veut dire que le premier paramètre qu'on passe à une fonction, il doit être stocké dans le registre RDI. Le deuxième paramètre, il doit être stocké dans le registre RSI. Le troisième paramètre dans le registre RDX, etc., etc. Donc ça c'est important parce que c'est ce qui va faire en sorte que vous pouvez appeler des fonctions du système d'exploitation ou d'une bibliothèque au travers du code que vous allez générer. Donc ça c'est une des informations qui est très importante. Une autre information importante, c'est que vous avez la notion de registre à préserver, de registre à ne pas préserver. Il y a des registres qu'on appelle scratch register que vous pouvez utiliser de façon temporaire et c'est pas grave si vous écrasez la valeur qui est dedans. Ils sont prévus pour. Il y a d'autres registres. Si vous écrasez la valeur dedans, vous êtes obligé d'abord de sauvegarder la valeur, d'utiliser ce registre et ensuite de le restaurer. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont définies. On nous dit que les scratch registers, c'est RBX, RSP, RBP, R12, R13, etc. Et que les autres qu'on peut cracher, c'est RAX, RDI, RSI, etc. Voilà. Et ensuite, il y a la gestion des signaux, mais ça je passe. Voilà. Ça c'est globalement les 3 paragraphes les plus importants de la BI x86-64 System 5. Donc si vous avez fait ça, je vais vous montrer un petit peu sur une fonction de base, très simple, une fonction qui s'appelle function, qui va appeler une fonction hello world, comment ça se décompose dans la BI x86-64. Donc j'appelle hello world, ça va faire juste sortir sur la console hello world, très simple. Donc si je compile, si je génère le code machine correspondant, son anatomie en code assembler, c'est une des façons, c'est un code non optimal, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. On va retrouver en premier lieu ce qu'on appelle donc le prologue, qui va permettre de préparer, lorsqu'on rentre dans la fonction, de préparer un certain nombre de choses, par exemple sauvegarder les registres qu'on va utiliser, s'ils doivent être préservés ou pas, de pouvoir éventuellement stocker des constants, de prévoir de l'espace sur la pile si on a besoin d'espace temporaire pour stocker les données, etc. Première chose, c'est on manipule ce qu'on appelle le pointeur de pile, et on le sauvegarde, puisqu'on va peut-être le manipuler, on le sauvegarde, et voilà, on prépare cet environnement pour l'exécution. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça peut être un peu compliqué. Et ensuite, il y a le corps de fonction, celui qui va faire réellement le job. Là, quelque part, je prends l'adresse de la fonction hello world, je mets dans le registre RAX, et ensuite je dis appel RAX. Donc j'appelle la fonction hello world. C'est une des façons de le faire. Et ensuite, une fois qu'on a fini notre taf,
on a l'épilogue de fonction qui fait l'inverse du prologue de fonction. Ce qu'a fait le prologue de fonction, il a mis en place un contexte d'exécution. L'épilogue de fonction, il va juste s'occuper de restaurer ce qu'on a changé lorsqu'on est rentré dans notre code, tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait presque le plus gros. Donc, son code binaire correspondant, de ce que je vous ai montré, ça ressemble à peu près à ça. Donc, si vous désassemblez le code que vous avez en mémoire, vous allez vous retrouver avec donc, le prologue. Je charge l'adresse de Hello World dans le registre RAX, j'appelle RAX et l'épilogue. Et on voit qu'on a un code binaire, l'adresse 0, on a le code hexadécimal 55. 55, ça correspond à push RBP. Ensuite, on a 4889E5, c'est le code qui correspond à move RBP, RSP. C'est-à-dire, je prends la valeur du registre RSP et je la mets dans RBP. Voilà, ça, c'est des choses qui ne s'inventent pas, ce sont les instructions de votre machine hôte. Voilà. Donc, une fois qu'on sait faire ça et qu'on sait quelles sont les instructions qu'on veut générer, on va pouvoir générer du code binaire nous-mêmes, avec nos petites mains, directement, depuis du code, en C++. Donc, on a besoin d'un générateur de code binaire, comme le bytecode, qui est un conteneur de code binaire, et sur lequel on a un certain nombre de fonctions qui vont nous permettre de générer du code binaire dedans, et donc du code qui soit exécutable et qui sera exécuté par le processeur. Donc le constructeur, encore une fois, qui va allouer un buffer, je vais y revenir juste après, avec les méthodes allocate, le destructeur qui va désallouer avec les méthodes allocate, c'est là qu'il y a un petit trick, et comme tout à l'heure, de quoi émettre dans ce buffer des octets, des mots 16 bits, 32 bits, 64 bits, etc. et quelques accélérateurs qui vont nous simplifier la vie de développeur. Voilà, de quoi exécuter aussi ce code binaire. Le constructeur, c'est là où il y a un petit trick, c'est-à-dire que si vous allouez juste un buffer dans lequel vous stockez du code machine et que vous l'exécutez, vous allez vous retrouver avec une faute de segmentation. Votre programme va planter. Pourquoi? Parce que pour éviter justement les comportements inattendus, les programmes malveillants, etc., ce que font les systèmes d'exploitation, toute mémoire qui est allouée dans le système d'exploitation, elle est en lecture, écriture, mais pas en exécution. Il y a un bit spécial qui est positionné qui dit, ce code-là, tu n'as pas le droit d'exécuter ce qu'il y a dans ce buffer-là, mémoire. Donc il faut dire, alloue-moi un buffer mémoire et rends-le exécutable. Donc c'est ce qu'on va faire dans la méthode allocate. Donc là, ça a l'air d'être un petit peu de la magie noire, mais c'est relativement simple. On va récupérer la taille d'une page optimale pour le microprocesseur sur lequel on travaille, et on va lui dire, alloue-moi un buffer avec la méthode mmap, dont les propriétés sont, j'ai le droit de lire dedans, j'ai le droit d'écrire dedans, et j'ai le droit de l'exécuter. Tout simplement. Vous n'avez pas de la magie noire, c'est un appel système POSIX, vous prenez sa spec qui vous dit si vous voulez rendre une page, allouer une page mémoire et la rendre exécutable, vous faites comme ça. Et donc il va nous renvoyer un buffer qui sera lisible, inscriptible et exécutable. C'est le seul trick qu'il y a dans ce genre de choses. Le destructeur fait exactement l'inverse. Je vais accélérer parce que sinon je vais être très en retard. Et ensuite, on va écrire les données dans le tampon, comme je vous le disais. On a quelques fonctions qui vont nous permettre d'aller stocker un octet dedans, de stocker un mot dans l'ordre, dans l'endianisme qui va bien, etc. Et quelques méthodes supplémentaires, comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple push RBP, tout en haut, je vais dire, émets-moi dans mon buffer l'octet 0x55. Voilà, tout simplement. Je passe ça très vite. Et ensuite, pour exécuter le code, tout simplement, exécuter le code, ça veut dire je prends le pointeur qui correspond à mon buffer, et je dis à mon compilateur, et ici en C++, ça pourrait être en C, ça pourrait être dans d'autres langages, de dire ce pointeur, c'est une fonction. Voilà. Là, je dis ce pointeur que je récupère, qui est en fait une zone de données, c'est une fonction. Et ensuite, si cette fonction n'est pas nulle, exécute-la moi. Et là, je vais dire au microprocesseur, tu prends la main et tu exécutes le code machine qui est situé à telle adresse mémoire. Et là, c'est là que la magie va s'opérer. Voilà. Donc si on écrit un petit programme de test, très rapidement, donc j'instancie, j'ai la méthode hello-world, j'instancie un hostcode, et dans lequel je vais écrire le code assembler que je vous ai présenté tout à l'heure, mais sous la forme d'un code C++. Je vais dire, aimez-moi push RBP, aimez-moi move RSP, RBP, charge-moi la valeur de l'adresse de Hello World dans le registre RAX, voilà, appelle RAX, etc. Donc là, ça va générer le code binaire correspondant et à la fin, exécute-moi le code. Donc si je teste le programme, si je compile ce programme-là, je l'exécute, il va m'afficher Hello World. Croyez-moi sur parole, j'ai le code, je pourrais vous le montrer. Et donc, c'est quelque chose qui fonctionne. Et si on passe sous debugger, on veut vraiment s'assurer du code qui a été généré dedans. Donc j'appelle mon petit debugger favori et je lui dis, désassemble-moi ce que j'ai généré en tant que programme machine dans mon programme, désassemble-moi à la mémoire, et là on va bien retrouver le code que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc c'est bien, c'est super, on a fait un peu de magie noire,
ça va fonctionner. Les basic blocks, je vous en ai parlé tout à l'heure assez rapidement. Basic block, qu'est-ce que c'est? C'est une séquence de code qui n'a pas d'embranchement, qui a un seul point d'entrée, un seul point de sortie. Alors, à quoi ça sert? Ça permet de former un petit peu les graphes d'exécution d'un morceau de code. Et ça permet notamment à votre compilateur et votre machine virtuelle d'opérer certaines optimisations potentiellement. Donc un basic block, par exemple, si je reprends mon exemple Hello World, comme il y a un point d'entrée et un point de sortie, normalement, ça pourrait se décomposer sous cette forme-là, de deux basic blocks. Un basic block qui contient le prologue de fonction, l'appel de la fonction, et un deuxième basic block, parce qu'il y a un débranchement qui se fait, qui ensuite permet d'avoir l'épilogue de fonction. Mais comme le call, c'est un point de sortie et un point d'entrée, après on peut fusionner les basic blocks ensemble et retrouver ce qu'on trouve. Donc là, ça a peu d'intérêt. Par contre, dans d'autres exemples, si je prends ce code-là, qui va permettre d'afficher Hello World un certain nombre de fois, ça va permettre de décomposer finalement la boucle en différents basic blocks. Et donc ça va permettre d'avoir le prologue de fonction et de dire si on est supérieur à 0, je vais aller exécuter l'affichage d'Hello World un certain nombre de fois, sinon si on est déjà à 0, je vais à la fin. Donc ça va permettre de pouvoir gérer les branchements, les jumps au sein de notre code directement de façon plus simple. Et ça va permettre aussi une chose, c'est que si on a plusieurs fonctions à générer dans notre code, on ne va pas instancier un host code systématiquement, puisqu'on instancie quand même beaucoup de mémoire, et ce serait du gâchis de mémoire. Et les basic blocks vont permettre de pouvoir mutualiser votre host code et avoir plusieurs fonctions dedans, sous la forme de basic blocks, qui vont se suivre les uns à la suite des autres. Donc un basic block, c'est simplement, il y a une référence sur le host code, un début, une fin, de savoir où est-ce qu'il est positionné dedans, et ensuite une méthode pour pouvoir exécuter ce basic block. Très simple. Voilà. Et donc, si je reprends un peu le même exemple que tout à l'heure, mais au lieu de générer un appel de fonction, j'en génère deux. Je vais avoir donc dans le même bloc mémoire deux fonctions appelables. Premier basic block que je génère, le deuxième basic block, et j'exécute l'un et l'autre. Ils résident dans le même bloc de mémoire, mais ce sont deux fonctions différentes. Donc, de la même manière, ça va fonctionner. Et si je désassemble le code qui est généré, on va retrouver dans la zone mémoire les deux basic blocks. Dans la même zone mémoire, le premier qui correspond au premier appel de fonction, le second qui correspond à mon deuxième appel de fonction. Ils résident dans le même bloc de mémoire, donc j'ai économisé de la mémoire. Et on va donc finaliser la machine virtuelle. Donc, maintenant qu'on s'est généré et exécuté du code machine, on va ajouter une JIT. Donc, une JIT, c'est comme tout à l'heure, on va exécuter, le tout c'est de savoir est-ce qu'on doit exécuter le bytecode ou est-ce qu'on doit exécuter le code machine. Donc c'est très simple, on a l'objet fonction tout à l'heure qui permet de savoir si on a déjà compilé ou pas une instruction sous forme de bytecode, et donc il va prendre une décision en disant si on l'a déjà compilé, on exécute le code machine, si on ne l'a pas compilé, on exécute le bytecode et on le transforme en code machine. C'est exactement ce que fait cette partie-là. Donc la seule chose qu'on va changer, c'est la façon de faire le fetch des codes exécute de tout à l'heure. C'est-à-dire au lieu d'exécuter systématiquement, on va générer le prologue, l'épilogue. On va faire notre switch case comme tout à l'heure, mais par contre, on va avoir une méthode qui va plus être exécute-moi telle instruction, mais c'est exécute-moi l'instruction et génère le code machine correspondant. Comme tout à l'heure. Donc c'est vraiment un changement presque à minima. Donc le prologue de fonction et l'épilogue, comme on l'a vu tout à l'heure, finalement ça va générer les basic blocks correspondants. Et sur la partie l'exécution et la compilation, voilà, par exemple tout à l'heure on avait l'exécution d'une instruction, par exemple i64, là cette fois-ci on va dire j'exécute la fonction i64, donc je récupère son paramètre, je l'exécute et ensuite j'émets son code machine. Donc on fait d'abord une phase d'exécution et ensuite, lorsque la phase d'exécution a fonctionné, j'émets le code machine correspondant pour plus tard. Et donc ce qui va se passer, c'est que la fonction exec i64 elle va faire la même chose que tout à l'heure, et la fonction qui va générer le code machine, donc génère-moi le code machine correspondant à execute i64, bon là je ne vais pas vous le détailler, mais on va écrire le code assembleur entre guillemets en C++ pour pouvoir générer ce code-là dans le host code. Et donc il va être caché quelque part à un moment donné, en mémoire cache, et la prochaine fois qu'on va demander l'exécution, on va dire j'ai déjà vu ce code-là, je l'ai déjà compilé, débranche-le directement sur le code machine, et là on va s'exécuter à vitesse native. Voilà. Donc ça c'est la théorie, je vous le simplifie parce qu'on n'a que 45 minutes pour en parler. Vous pourrez retrouver le code, l'analyser, éventuellement me poser des questions. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en vrai. Donc je vais changer le paramétrage de mon écran. J'espère que ça a marché. Ça marche. Ça marche. Voilà. Je prends mon petit terminal favori. Donc j'ai créé le projet que vous pourrez retrouver sur mes miroirs Git, donc RPNCalc, que je vais compiler sous vos yeux ébahis.
avec un simple make, bah, c'était déjà compilé. Make clean. Voilà. Donc, il y a donc chaque fichier source, hein, c'est une classe correspondante que je vous ai déjà présentée. Vous verrez, les classes sont relativement compactes et assez simples à comprendre, globalement. Donc je me retrouve avec un binaire qui s'appelle rpncalc. Donc si je prends rpncalc, je vais lui passer, j'ai l'option "-l" qui permet de dire ce qu'il est capable de faire, je vais lui dire exécute-moi une instruction donc en mode notation polonaise inverse. Donc je vais lui dire ajoute-moi 1 et 2, et je vais lui dire exécute-la moi. Donc là j'appelle l'interpréteur. Il va me dire voici l'expression 1, 2, add. Donc il va me dire le résultat c'est 3. C'est super. Donc ensuite, ce que je peux lui dire, je vais lui dire ne m'interprète plus cette expression, compile-la et exécute-la. Je vais faire exactement la même chose, je vais lui dire compile. Il dit ah, je compile l'expression. Il fait presque la même chose, par contre là il dit il n'y a pas de résultat parce que je ne lui ai pas dit de l'exécuter. Je vais lui dire bah, exécute-la moi. Donc là, il est très verbeux, il vous dit exactement ce qu'il fait, il dit je compile l'instruction, voilà, ici, l'expression, je l'exécute, il me dit le bytecode que j'ai déjà généré, je ne l'ai jamais vu. Donc je vais l'exécuter et le transformer en code machine. Donc il va dire j'émets le function prologue, j'exécute i64, j'émets le code machine correspondant à i64, j'exécute i64, j'émets le code machine, j'exécute l'instruction add, j'émets le code machine correspondant à add, et j'émets l'épilogue. Donc là, très bien, il dit le résultat c'est 3. Là, j'ai aucun bénéfice, je l'ai exécuté qu'une fois. Par contre, si je l'exécute une seconde fois, il fait exactement la même chose que ce que je vous ai présenté, et il me dit, la seconde fois, il me dit, ah, j'exécute ici l'expression qui a été compilée, et il me dit, le bytecode que tu me demandes d'exécuter, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà transformé en code machine. J'ai plus qu'à me débrancher sur le code machine généré, et là, vous exécutez à la vitesse native. Et donc, c'est ce qui se passe dans vos machines virtuelles, quand vous faites du JavaScript, du Java, du C#. Il va prendre ce code en bytecode, l'analyser, il peut opérer un certain nombre d'optimisations aussi à la volée du code machine qui va être généré, et la seconde fois où vous allez appeler une fonction, il va dire j'ai déjà vu cette fonction, elle est compilée, et là j'exécute à vitesse pleine balle. Et c'est là où vous allez avoir justement des performances importantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous pouvez générer aussi, là, vous allez avoir un code que vous pouvez aussi instrumenter, donc mettre des sondes à l'intérieur pour savoir combien de fois vous passez dans ce code, combien de fois vous avez des cache miss de votre processeur, à quel moment vous devez aller charger des instructions ou des données qui sont en mémoire, ce genre de choses. Donc vous pouvez mesurer des choses et demander à votre compilateur interne d'effectuer un certain nombre d'opérations de façon incrémentale pour aller de plus en plus vite. C'est pour ça que lorsque vous utilisez par exemple une machine virtuelle Java, vous avez ce qu'on appelle le temps de warm-up. Elle devient performante au bout de quelques minutes seulement. À chaque fois qu'elle va passer dans le code, elle va dire est-ce que j'ai déjà exécuté? Oui. Est-ce que j'ai déjà généré du code? Oui. Est-ce que j'ai des informations qui me permettent d'optimiser du code encore plus? Oui. Donc elle va le faire jusqu'à un certain point. Voilà. Donc vous pouvez calculer aussi la suite de Fibonacci, par exemple, check fib, qui va vous dire, par exemple, la première fois que vous l'exécutez, je compile l'instruction calcule-moi le nombre de Fibonacci, une itération de la suite de Fibonacci. La première fois, il va l'exécuter. Et les secondes fois, il va me dire, ah, bah, plusieurs fois, je l'exécute 15 fois d'affilée, là. Il va me dire, les secondes fois, bah, j'ai déjà exécuté, j'ai le code machine, donc j'exécute le code binaire natif directement. Ce qui permet de gagner énormément en performance au fur et à mesure des exécutions. Donc voilà, donc si je vous présente un petit peu tout ça, je crois que je suis très très juste dans et ça tombe bien, je conclus. Donc pour aller plus loin, donc là c'est vraiment un peu une mise en situation, un vernis que je vous donne. Si vous voulez aller plus loin, je vais vous donner les références sur le sujet. À quoi ça sert? Ça peut vous servir lorsque vous travaillez dans des environnements un petit peu contraints, qui demandent de la performance, ce genre de choses. Ça vous permet de pouvoir développer vos propres langages et vos propres machines virtuelles qui vous permettent d'aller à une vitesse très très rapide. Notamment par exemple quand vous faites de la finance de marché, vous avez besoin par exemple de faire du trading hyperfréquence. Vous avez beaucoup de choses comme ça qui vous permettent d'avoir des automates qui compilent directement un langage et qui l'exécutent vraiment à vitesse très 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 élevée. Ça permet d'effectuer, comme je le disais, du profilage au fur et à mesure de l'exécution, donc d'avoir du code qui s'auto-améliore au fur et à mesure des exécutions, ce genre de choses. Donc c'est pas quelque chose qu'on rencontre tous les jours, mais vous pouvez avoir des cas d'usage dans votre domaine d'exécution qui vous permet de vous dire que c'est adressable. Alors, il existe des frameworks pour le faire, mais parfois, ces frameworks sont trop contraignants et il vaut mieux développer son propre framework. Donc, pour aller plus loin, quelque part, je vous donne quelques références. Donc, les miroir guides sur lesquels vous pouvez retrouver le code source
Et n'hésitez pas à me faire des pull requests ou me demander des informations si ça vous intéresse. Donc là, vous retrouvez le code que je vous ai présenté. Les slides sont aussi disponibles. Vous avez les liens. Vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, Blue Sky, Twitch. Je stream assez régulièrement, YouTube, ce genre de choses. Si vous voulez rentrer en contact et avoir plus d'informations, échanger avec moi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous remercie, je tiens le timing à quelques secondes près, je crois. On n'a pas le temps pour les questions, mais si vous avez des questions, je suis disponible, n'hésitez pas à venir me voir. Merci beaucoup.